toutes ces personnes qui donnent leur vie, qui prennent le risque en fait de donner leur vie pour pouvoir venir en aide aux personnes qui sont touchées par des zones, des conflits, des catastrophes, tout ce qui va avec en tout cas. C'est une journée pour célébrer toutes ces personnes qui se donnent pour les autres. Alors sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons passer à notre thématique du jour. Nous allons aborder un sujet très important. Nous aurons sur notre plateau Madame Nafoy Kabey Keje. Salut. Alors, Madame Nafei Taboy, je ne veux pas vous présenter, je vais vous laisser vous présenter vous-même parce que vous êtes la mieux placée hein, pour dire ce que moi je ne peux pas dire en fait. Ok, je me présente, je suis Nafoy Kabay Aïcha, juriste en formation. Vous êtes Nafei Kabey Aïcha, juriste en formation. Exactement, mais c'est Nafoy Nafoy Kabay Aïcha. Kabey Aïcha. Okay. Oui, juriste en formation à l'université de Kinshasa. Je suis aussi présidente de la structure Éminence Femmes Unikin. Alors, Madame Nafei Kaboy, nous sommes là sur ce plateau pour parler du capital humain comme étant premier facteur du développement. C'est un sujet qu'on va aborder en fait, étant donné que avec l'évolution constante du monde, le monde évolue tous les jours. On constate que l'économie mondiale ne repose pas seulement sur les ressources naturelles ou les infrastructures, mais aussi sur une ressource qui est vraiment négligée, mais qui a beaucoup de l'importance, le capital humain bien sûr, et l'humain. Et voilà pourquoi nous allons parler de ces sujets, pour rappeler l'importance du capital humain dans le renforcement de l'économie, mais surtout parler aussi des défis qu'il rencontre. Donc c'est pour ça que nous allons parler de ce sujet avec vous. Alors avant de pouvoir commencer, il faudrait quand même comprendre quelque chose. Pour les personnes qui nous suivent, pour les personnes qui ne connaissent pas, vraiment, qu'est-ce qu'on entend par le capital humain, sinon? Alors, si je veux répondre à cette question, le capital humain, c'est tout ce que l'humain possède, ses compétences, son intelligence, qui le fait passer de citoyen simple à acteur. Donc c'est ça en fait. Donc le capital humain, c'est ça pour les personnes qui ne connaissent pas. Oui. C'est l'ensemble de toutes ces capacités, toutes ces compétences en fait qui permettent en fait à l'humain de pouvoir être productif dans son environnement. Exactement. Alors on aimerait savoir pourquoi le capital humain est-il considéré comme facteur clé du développement puisque nous en parlons même dans notre thématique. Oui, je dirais que c'est considéré comme facteur du développement parce que bien avant les machines, les routes, etc., il faut d'abord investir dans l'homme. C'est la première richesse d'un pays. Je pense que si l'homme est suffisamment formé, instruit dans les normes qu'il faut, il est capable, lui, à son tour, de faire fonctionner tout ce qui suit après, c'est-à-dire les machines, etc. Donc c'est l'homme en premier qui est vraiment ce facteur de développement d'un pays, d'une nation, etc. Alors quelles sont les caractéristiques du capital humain? Un capital humain assis, j'aime bien employer ce mot-là, se caractérise par une formation bien précise, se caractérise aussi par l'apprentissage permanent. Je pense que si chacun de nous se mettait en tête de dire que je suis ma première entreprise, les choses iront mieux. Donc, bon, puisque nous sommes en République démocratique du Congo, revenons dans les contextes congolais pour savoir quel est l'état en fait du capital humain en RDC aujourd'hui. Sincèrement parlant, le capital humain en RDC est vraiment au bas de l'échelle. C'est-à-dire, on a des jeunes qui ont cette volonté-là de faire les choses, mais n'ont pas encore eu cet espace pour s'exprimer. Y a-t-il des initiatives qui ont été prises pour pouvoir renforcer ces secteurs? Oui, il y a des initiatives, il y a des jeunes qui sont en force, mais dans l'ombre. Comment expliquez-vous, s'il vous plaît? Je vais m'expliquer. Il y a ces jeunes qui se sont formés eux-mêmes, mais aussi à leur tour pensent former les autres. Mais vous savez, on est dans un pays où quand on commence les bonnes choses, généralement, on n'est pas vu. Et je crois fermement que si l'État congolais donnait l'espace à ces jeunes qui se sont souciés de former d'autres jeunes,
la RDC, je crois fermement qu'on sera l'un des pays où la jeunesse s'élève à un taux, je crois, à plus de 90% de jeunes réussiront. Et bon, puisqu'on parle des jeunes, quels sont le secteur qui empêche à ce que le capital humain puisse se développer? Parce que quand on parle du capital humain, on ne va pas seulement se baser sur les jeunes, sur l'éducation, tout ça, mais quels sont d'autres secteurs qui peuvent faire en sorte que le capital humain puisse se développer? Premièrement, je vais d'abord citer l'éducation. Puisque j'ai même en parlé. L'éducation, l'éducation, c'est la base. L'éducation nous équipe. Si nous avons aujourd'hui en RDC une éducation assise, ça va permettre à beaucoup des jeunes de se découvrir. Vous savez, on ne va pas seulement apprendre à l'école, à l'université, pour juste garder ça dans nos cahiers. Généralement, on a besoin de mettre ça en pratique. Et d'où, si les choses que nous recevons sont à la hauteur, je pense que ça fera vraiment... ça fera l'objet d'un grand levier, au fait. Moi, je pense que c'est important de pouvoir investir dans ces secteurs, surtout l'éducation surtout. L'éducation surtout, mais aussi la santé. La santé. La santé. Parce qu'une personne en bonne santé n'est pas capable de produire, qui n'est pas en bonne santé n'est pas capable d'être productive. Exactement. L'éducation, ça nous équipe, mais la santé, ça nous donne cette énergie-là. Exactement. Parce qu'on a vu aussi que la Banque mondiale aussi a investi dans ces projets. En 2017, on a vu que la Banque mondiale a annoncé le projet Capital Humain. C'est juste un projet qui vise en fait à favoriser en fait la coopération entre différents secteurs pour pouvoir faciliter les financements dans ces secteurs. On voit qu'il y a quand même certaines avancées du point de vue mondial. Alors, on aimerait savoir quelles sont les principales limites de l'investissement dans le capital humain, bien que la Banque mondiale a lancé ses projets pour permettre certains investissements, mais on voit qu'en RDC, il n'y a pas toujours des avancées. Déjà, présentement, bien qu'on n'a pas encore le chiffre, mais on peut quand même le voir avec la guerre à l'Est, les systèmes éducatifs, tout ce qui va avec, parce qu'on compte qu'en 2021, je crois en 2021, on nous annonce que l'indice du capital humain était seulement de 0,37. Pour les personnes qui ne comprennent pas, lorsqu'on parle de l'indice humain, eh bien, l'indice humain est justement... on avait noté, permettez-moi de le lire, on avait tout noté. Lorsqu'on parle on avait noté l'indice humain, bon, il faudrait quand même le dire, c'est justement ce qui nous permet en fait de pouvoir, ce qui a permis en fait de pouvoir mesurer les capitals humains d'un pays. C'est quelque chose que la Banque mondiale avait présenté en 2018, un projet que la Banque mondiale avait présenté pour pouvoir permettre de pouvoir calculer le capital humain. Alors, on va passer par la quatrième question pour savoir, la cinquième question pour savoir comment est-ce que les jeunes peuvent-ils eux-mêmes valoriser leur capital humain dans un pays comme la RDC où ils sont confrontés à tellement de difficultés, à tellement de défis. Dans un pays comme le nôtre, surtout que la jeunesse est très souvent marginalisée, livrée à elle-même, comment est-ce que les jeunes peuvent eux-mêmes valoriser leur capital humain? Alors, je ne cesserai de le dire, se former pour éviter la déformation. Alors, jeunes Congolais, c'est vrai que nous sommes dans un pays où les opportunités ne nous sourient pas tous les jours. Alors, avant d'attendre qu'un jour vous vous levez le matin, que la DGI ou je ne sais pas moi quelle direction générale ne vous appelle, il faut d'abord se former suffisamment. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui même fait l'objet que plusieurs échouent dans des tests d'admission, dans des travaux, tout ça, etc. C'est que on s'y suffit à la formation universitaire ou encore aux humanités. Formez-vous. Formez-vous, participez à des séminaires, apprenez, cherchez. Ne soyez pas là seulement à scroller sur les réseaux pour commenter, papoter, etc. Cherchez, il y a des formations en ligne aujourd'hui. Il y a des centres qui offrent des formations à des prix très, très abordables. Donc, si je pourrais donner un conseil aux jeunes, c'est de se former. Attendre, c'est l'erreur qu'on commet. Attendre. On attend que l'État congolais vienne frapper à notre porte, etc. Mais le plus important, c'est de se prendre en main
se former pour éviter la déformation. Parce que vous parlez des jeunes, vous leur demandez de se former, mais il faudrait quand même avoir des outils. Et tous ces outils, en fait, ne sont pas à la portée de certains jeunes. Bien qu'on parle de l'évolution de la technologie, il y a presque tout le monde qui ont des téléphones, mais il y a des jeunes qui sont quand même éloignés, qui n'ont pas accès à tous ces outils-là, qui n'ont pas accès à des outils qui peuvent leur permettre de se former. Et on voit même qu'il y a des conséquences. Qu'est-ce que vous conseillez à ces jeunes et quelles sont des propositions que vous faites pour que ces jeunes puissent avoir accès à toutes ces choses qui peuvent leur permettre de pouvoir développer leur capital humain. Déjà, j'aimerais vous répondre que il y a toujours un moyen à tout. Celui qui dit qu'il n'est pas équipé, etc., qui manque d'outils, c'est une raison qui n'est pas valable, qui ne tient pas debout. Autour de nous, nous avons toujours une personne qui peut nous servir de porte. Il nous faut juste la volonté. Moi, je pense que tout le monde a un téléphone, tout le monde utilise des réseaux. Tout le monde. Bon. Il faudrait circuler la ville de Kinshasa Okay. avec la situation que certaines personnes vivent. C'est pas tout le monde qui a un téléphone. La communication a évolué. On est passé des tracts, des affiches, à aujourd'hui il y a des flyers sur les réseaux qui circulent. Mais n'oublions pas que les affiches existent. Sur des rues, moi je vois ça, hein. On met formation, onglet, auto-école. Mais il y a quelqu'un qui va passer, qui va peut-être prendre son stylo et écrire dessus. Le Congolais n'aime pas lire. Partout, il y a des informations, rassurez-vous. Si une personne se dit que, voilà, j'ai un téléphone, mais les outils, tout ça, les réseaux, utilisés en profondeur, je ne m'y connais pas. Mais c'est là que le réseautage même intervient. Si autour de soi, on est bien équipé, on aura les outils nécessaires. Et si on est éloigné, parce que moi je donne toujours l'exemple de ces personnes, parce que les personnes qui sont très éloignées, ils sont éloignés de beaucoup d'opportunités que d'autres jeunes qui vivent dans la ville peuvent avoir. Il y a des jeunes, vous dites que non, les Congolais n'aiment pas lire, ce n'est pas un choix. C'est la situation que les Congolais vivent qui a fait en sorte que les Congolais n'apprennent pas à lire, n'aient pas les besoins de lire. Mais... Vous voyez ? Parce que quand vous parlez, vous essayez de justifier cela, mais il y a des jeunes quand même qui sont là, qui n'ont pas accès à toutes ces choses, à l'apprentissage, parce que l'apprentissage, comme vous venez de le dire, c'est quand même important pour pouvoir développer des compétences qui peuvent servir dans la contribution dans sa contribution de la société. Mais il y a des jeunes qui n'ont pas accès à toutes ces choses-là. Vous comprenez quand même. Oui, je comprends, mais si je veux essayer de un peu plus m'éclaircir, quand je parle de formation, je ne vois pas seulement aller dans un centre, etc., avoir un cahier, tout ça. Tel que moi, je vais donner mon exemple. Je suis décoratrice. J'ai pas eu besoin d'aller dans un centre pour apprendre ça. J'ai fréquenté les personnes qui sont dans ce domaine. Pour moi, c'est une forme de formation. D'où, si celui qui n'a pas les outils nécessaires, qui peut se retrouver dans un milieu éloigné, etc., il y a toujours une porte, je vous dis. Toujours. Toujours. Pas forcément une formation tactile, digitale, etc. Même apprendre auprès de ces personnes qui sont déjà dans ce domaine-là. Je suis menuisier, j'aime voir comment on fait les chaises, etc. Mais rien ne m'empêche de prendre mes 2 pas, d'aller voir, d'aller demander. Donc j'aimerais vraiment qu'on sorte de ce concept-là où les situations restent figées. Non. Rien ne reste figé. Faut toujours exécuter quelque chose, faire un mouvement en fait, pour faire bouger les choses. Nos mythes nous limitent. Et pour les personnes, parce que je vois que vous au moins, faites l'exception, hein, contrairement à d'autres jeunes. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de jeunes en République démocratique du Congo, passons des premiers même, les premières personnes, s'il faut le dire, les premières personnes qui ont en fait un capital humain un peu plus avancé que les autres, parce qu'encore des jeunes, ils ont encore de la force, ils peuvent encore développer leur capital humain. Mais aujourd'hui, quand on parle des jeunes en RDC, quand on parle des jeunes, on peut directement les identifier par la dépravation de mœurs, par toutes ces choses-là. Vous, en tant que jeune qui fait exception dans cette situation, qu'est-ce que vous conseillez à des jeunes ou bien à des organisations qui peuvent aider ces jeunes à pouvoir passer par une certaine rééducation pour pouvoir se développer eux-mêmes? Parce que quand on parle des jeunes, vous allez dire que oui, il y a l'éducation, tout ça, mais il y a des jeunes qui sont déjà tombés.
Il y a des jeunes qui sont déjà tombés, il y a des jeunes qui sont déjà à terre. Maintenant, pour pouvoir élever ces jeunes, quels sont les conseils que vous proposez? On va recevoir cet appel, notre téléspectateur, sûrement qui va donner un point de vue dans notre discussion. Allô? 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 Bonjour, c'est qui s'il vous plaît? Vous appelez depuis quelle commune et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Allô? Des chansons. Ah, bon, pour le moment, nous ne sommes pas encore. Pour le moment, nous sommes en train de parler thématique. Nous sommes en train de parler d'un sujet très pertinent. J'espère qu'on va vous faire plaisir après cette discussion. Merci beaucoup. Alors, revenons à notre sujet. Oui, Nous étions en train de dire qu'il y a des jeunes qui sont déjà tombés. Parce qu'on dit que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. oui, oui. Les jeunes d'aujourd'hui sont les jeunes de demain. Il faudrait qu'ils puissent renforcer leurs capacités. Beaucoup sont tombés parce qu'ils n'ont pas eu des opportunités à leur portée, comme vous par exemple. Vous avez quand même eu certaines opportunités qui vous ont permis à pouvoir développer votre potentiel. Alors qu'est-ce que vous conseillez à ces jeunes ou à des organismes qui peuvent apporter de solutions pour pouvoir renforcer certaines compétences chez ces jeunes? Ok, je vais répondre en deux temps. Premièrement, je vais m'adresser à ces personnes qui, pour eux, n'ont plus d'espoir. Alors, je dirais que tomber, c'est un truc qu'on ne peut pas forcément souhaiter. Je suis en marche, ce n'est pas mon souhait, mais rester assis, c'est ce que je veux. Je pense que tant qu'on vit, il y a encore de l'espoir. Ces jeunes qui, pour eux, se disent que c'est fini, voilà, je n'ai plus de chance pour réussir, tant dans mon capital que dans la vie comme ça, professionnelle, il faut toujours se ressaisir, se reprendre en main. Apprendre de ses erreurs. C'est vrai, tu es tombé, tu n'as plus de force, tu n'as plus d'espoir, tu ne crois plus en toi. Tu penses que pour toi, c'est vraiment fini en tant que jeune. Mais si ce matin, tu me suis, j'aimerais te dire que il n'y a rien de mieux que d'avoir confiance en soi, même quand on se tient au plus bas de l'échelle. Se dire que tant que je vis, il y a encore de l'espoir. Se relever, apprendre de ses erreurs, revoir en fait les paramètres qui ont causé cette chute-là. Ne soyons pas seulement des simples analystes, hein. Il faut aussi savoir que faire après ces analyses. Donc je dirais à ces jeunes qui se sentent sans espoir, qui pensent vraiment avoir raté leur jeunesse, dans leur capitale, etc. Il faut se relever. Il faut se relever, essayer de prendre une autre route. Il y a toujours une conséquence à nos choix. Toujours. Si pour un premier temps, ils ont fait le mauvais choix de suivre le rythme de la jeunesse, c'est-à-dire tout ce qui va avec la tendance qui les a ramenés à un niveau bas, bah, c'est aussi le moyen, en fait, c'est une occasion de réfléchir pendant ce temps-là. Réfléchir pendant ce temps-là, se dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et durant ce processus-là, il faut remettre tout en question, son entourage, sa vision aussi. Je pense qu'au départ, si on a une vision très claire de ce qu'on veut de sa vie, il y aura des secousses, mais on ne va pas se laisser tomber. Bon, justement, merci pour votre réponse. Nous étions en train de parler en fait des personnes qui aimeraient en fait accompagner, qui accompagnent. Il y a des organismes qui accompagnent des gens comme ça. Alors que ce que ces organismes, ces organisations peuvent faire pour pouvoir permettre à ces jeunes qui se sont délaissés, marginalisés, à pouvoir récupérer ces jeunes pour pouvoir leur permettre de pouvoir se développer certaines compétences, certaines connaissances pour pouvoir être productifs dans la société. Oui, je dirais que il faut un plan d'action concret. C'est ça, un plan d'action concret. On ne peut jamais essayer de gagner sans connaître, dans une guerre, hein, sans connaître la cible. Il faut approcher ces jeunes-là. On ne peut pas être dans un secteur, dans son milieu de confort et se dire, voilà, on va proposer des formations. Ok, c'est bien de proposer des formations, mais est-ce que c'est le besoin nécessaire de ce jeune en situation? Moi, je pense qu'il faudrait vraiment des réformes claires, très précises.
Et non seulement que ça soit des idées à court terme, mais à long terme aussi, et en arriver à la concrétisation. Donc, c'est tout ça. Merci beaucoup. Alors, puisqu'on ne peut pas parler de réforme sans pour autant parler du ministère public, alors on aimerait savoir quelles politiques publiques devraient être mises en place pour renforcer durablement le capital humain selon vous. Comme je disais, il faudrait des réformes claires, mais aussi organiser des journées de formation, instaurer un système dans cette jeunesse, dans cette éducation de formation, accompagner les universitaires dans la mise en pratique de cette chose. N'est pas seulement se limiter à nous donner des formations à l'université, mais offrir des stages. Vous savez, plus j'apprends, plus je ne pratique pas, plus je veux oublier la chose. J'oublie. Donc, si pour moi j'ai l'occasion d'apprendre, et de pratiquer, je crois que ça va vraiment... Ça va vraiment renforcer en fait les compétences. À votre niveau, par exemple, on dit Madame Nafoy, aujourd'hui vous êtes ministre de la Jeunesse. Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire en fait Quelles sont les propositions, d'autres propositions que vous pouvez faire en fait pour pouvoir renforcer les compétences des jeunes surtout? Déjà, on va essayer de bannir plusieurs choses dans la réflexion de ces jeunes-là, dans la conscience de ces jeunes. Bannir dans la conscience, comment est-ce que vous allez faire? Je pense que ce que l'on apprend, c'est ce que l'on voit. D'où, si on veut modifier quelque chose, il faudrait encore apprendre une nouvelle chose. Je pense à ce stade, bon, mettons-nous en 2000, je ne sais pas combien, ministre de la Jeunesse, je me tiens devant le chef de l'État, je lui dirais clairement que j'ai vécu en tant que ce jeune-là qui n'a pas eu d'opportunité pour réussir. Je me suis forgée moi-même. D'où je pense que organiser des sessions de formation serait une très bonne idée. N'est pas seulement s'arrêter à ces formations-là, amener ces jeunes à la pratique de ces formations-là. Non seulement les amener, mais les accompagner à la réalisation. Surtout qu'il faudrait quand même avoir quelques réformes dans le système éducatif. Surtout ça. Parce que les systèmes éducatifs devraient en fait s'adapter aux réalités actuelles. Exactement. C'est ce qui même fait que vous finissez vos études universitaires, vous n'êtes pas en mesure de rédiger un bon CV. Parce qu'on ne nous a pas appris les choses en profondeur. La matière nous est donnée... c'est pas en profondeur, c'est on frôle en fait juste. On est là en train de nous donner les notions préliminaires. Voilà. Donc ça peut quand même avoir surtout des conséquences, hein, parce que oui. Si on n'a pas une jeunesse bien outillée, eh bien il faudrait déjà se préparer au pire à l'avenir. Donc je pense que c'était ça en fait notre sujet du jour. Donc on a parlé des avantages, on a essayé d'expliquer qu'est-ce que c'était le capital humain, on a parlé des défis que le capital humain rencontre dans la société. Ces défis, on a aussi parlé de pistes de solutions et on a parlé même de décisions qui ont été prises au niveau mondial pour pouvoir renforcer certaines compétences, surtout renforcer les financements pour pouvoir accompagner ces jeunes. C'était Madame Nafoy Kabay. Nous sommes déjà vers la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, très chers téléspectateurs. Nous allons passer par la rubrique Géobiday. Mais avant de pouvoir vous laisser, est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Avant de pouvoir vous laisser, je ne peux pas vous laisser comme ça. Vous avez un dernier mot à dire? Oui, j'ai un dernier mot à dire. Je l'ai écrit avec tout cœur. Je veux vous le lire. Ok. Oui, je veux vous le lire. C'est vraiment quelque chose... J'ai toujours dit aux personnes qui m'entourent que, avant d'entendre que le gouvernement ne fasse quelque chose, vous-même, vous devriez être votre propre État. Je vais vous lire cette phrase. Le capital humain, c'est le vrai point de départ du développement. Avant les routes, les machines ou les lois, il faut des humains formés, éveillés, en bonne santé. Sans cerveau actif, il n'y a pas d'action durable. Ce sont les gens qui construisent un pays, pas juste les ressources. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ce sont les gens qui construisent un pays, pas juste les ressources. C'est clair parce que pour que ces ressources puissent
fonctionner, on a besoin de la main-d'œuvre humaine pour pouvoir accompagner, accompagner ces ressources dans la